Voilà, hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer Thibaut est notre invité d'honneur. Il nous vient de ces grandes montagnes d'Auvergne. Petite montagne d'Auvergne, alors de ces montagnes d'Auvergne, on va dire. Merci à lui d'être venu nous voir. Et puis, je vais le laisser parler maintenant parce que c'est lui qui va se présenter, qui va vous dire un petit peu plus de tout ça, qui va vous parler de ces images et de comment il réalise. Bonjour à tous. Alors, pour moi, c'est une première de parler face à beaucoup de gens. C'est plutôt discret. Puis moi, c'est plus d'être derrière l'appareil et pas un peu. Ouais. Donc, moi, je viens de la région Auvergne. Je suis natif de Clermont-Ferrand. Et j'ai comme passion la photographie de paysages. Et surtout les ambiances oniriques. Donc, cherche quelque chose d'un peu de rêve au travers de mes photos. Donc après, pardon, excusez-moi, je vais essayer de souffler. Je vais chercher de l'eau et de... Vous avez un petit cognac pour mettre? Ouais. Alors je vais essayer de vous présenter un peu comment je fais mes photos. Je pense que ça peut être intéressant de parler un peu de ma façon d'aller en montagne. Alors moi, mon travail photographique, vous avez pu voir en bas, ça représente entre 10 et 15 ans de photographie qui ont été... donc c'est des moments, c'est une recherche d'instant. Il y a pas mal de repérages, donc il y a pas mal de sorties. Avant tout, moi je suis quelqu'un qui est un grand randonneur, qui est un amoureux de la nature. Avant de me mettre à la photographie, j'allais en montagne. J'ai passé beaucoup de temps. Et puis j'ai commencé à faire de la photo pour moi. Avant tout, et puis c'est au fur et à mesure le partage en rencontrant des gens, et puis essayer de faire partager aussi, de faire voyager, puis de montrer qu'on a, enfin surtout dans la région Auvergne, et principalement moi ça va être le massif du Sancy, un peu la chaîne des Puys, mais c'est qu'on a une grande diversité au niveau des paysages, au niveau de l'environnement, au niveau de la faune, de la flore. Donc voilà, ouais. Donc après, on peut commencer par tout ce qui va être technique, vite fait, pour ceux que ça pourra intéresser au niveau de mon matériel avec lequel je prends les photos. Donc moi je travaille avec, là maintenant j'ai un Nikon, un D750, un full frame, c'est pour ça que ça pourrait... et principalement avec un grand angle. C'est vrai que pour le paysage, on travaille quand même avec des angles assez importants. J'ai quand même un 15-30 mm parce que voilà, j'aime bien avoir une focale qui soit aussi, c'est pas une focale fixe. Et aussi, on peut aussi faire du paysage avec des 500 mm. Normalement, on a tendance souvent à les voir pour faire de l'animalier. Et en fait, on peut aussi faire beaucoup de paysages avec parce que ça peut rapprocher les plans. Et souvent, quand on est avec des montagnes qui sont éloignées, c'est très intéressant aussi de travailler. C'est vraiment une autre approche. Mais pas oublier que toutes les focales, que ces focales-là peuvent aussi être complémentaires et peuvent apporter de nouveaux points de vue. Voilà. Mais c'est plutôt pour des points de vue en montagne. C'est vrai qu'en plaine, on ne va pas faire du paysage. Pourquoi pas, j'ai vu des gens le faire aussi avec la lune. Par exemple, si on veut redonner, si on veut que la lune apparaisse assez grosse, voilà, on peut avoir des choses. Et puis là, donc un trépied, cette photo forcément un peu lourd quand on est avec du matériel. Avec des gros boîtiers et des gros objectifs, donc ça demande à avoir un peu, on va dire, des capacités physiques, parce que quand on va en montagne avec beaucoup de charges, il faut prévoir la nourriture, des fois l'eau, le blouson, tout ce qui va aussi derrière. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre après? Je ne sais pas si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas que ça soit aussi interactif aussi, parce que du coup ça va me donner matière à pouvoir aussi... je ne sais pas si... Ça c'est quel bouquet? Ça c'était au 15 mm. Désolé, j'ai vraiment pas ça. Non, mais... Est-ce que vous utilisez des films? Alors non, moi je n'utilise pas de filtre. Alors jamais, il y a une raison aussi à ça. C'est que je pourrais en mettre sur mon 15-30, mais ça coûte très cher. Il faudra encore que j'investisse 600 à 700 euros juste pour quelques filtres. Et que pour l'instant, j'arrive en post-traitement à me passer des filtres, même si ça me demande forcément plus de travail. Les filtres, ça évite justement d'avoir les zones très sombres quand on a touché de soleil. Et puis je suis pas trop,
Moi, c'est plutôt dans mon travail photographique est plutôt dans des heures, l'heure bleue ou le matin, donc dans des lumières qui sont très douces. J'évite les photos à contraste très fort, donc le soleil, ouais, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que sinon, les filtres sont très intéressants, mais demandent un coût financier qui est encore très très important. En sachant qu'en plus de ça, je me retrouve avec des plaques en verre qui font 150 par 150, donc dans certaines conditions de vent, ça peut être encore plus compliqué. Ça peut être très très compliqué. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions au niveau du matériel. Donc après, moi mon travail, donc comme je disais, ouais, c'est un travail photographique moi je le fais souvent quand je pars en montagne. Alors il y a une part aussi il y a une part qui, quand j'y vais, je ne sais pas forcément où est-ce que je vais me retrouver. Où est-ce que alors je mets beaucoup des webcams. Nous, dans la région Auvergne, on a pas mal de webcams qui sont placées dans différents sommets. Donc ça peut être celle des stations, soit celle des fois même des hôtels. Donc j'ai ma petite liste. Je me suis fait une liste où je vais voir un peu ce qui se passe. Parce que selon le côté, si c'est le versant ouest ou le versant est, la météo peut être complètement différente. Donc ça aussi, ça peut être une aide. Donc il faut, voilà. Et après, j'ai appris aussi à lire un minimum. Alors, je ne suis pas un expert en météorologie, hein, j'ai pas fait là. Mais du coup, on apprend aussi à lire les cartes. Et on a plusieurs. Il y a le WRF et j'ai oublié l'autre. Enfin, il y a deux modèles météo en fait qui permettent à peu près d'anticiper ce qui peut se produire, ce qui va se produire dans les différents lieux qui peuvent m'intéresser. Si c'est au niveau du nord, enfin, voilà. Donc ça aussi, je passe pas mal de temps à regarder de la météo. Si on fait de la photo de voie lactée ou de nuit, c'est pareil. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus important. Parce que là, il faut regarder les masses nuageuses, de la nébulosité. On a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas la peine de sortir en pleine nuit en disant on verra bien. C'est quand même pas. Donc voilà. Puis prendre en compte la Lune, l'axe de la Voie lactée. Donc ça demande pas mal de repérages. C'est encore un petit peu plus compliqué. Et ça, est-ce qu'avec le site météo, vous n'utilisez pas d'autres moyens? Moi j'utilise beaucoup météo ciel. Après, si on fait de la Voie lactée, c'est intéressant de travailler avec Stellarium. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Et quand tu pars sur une journée, sur 2 jours, sur plusieurs jours? Principalement, je pars sur une journée, c'est rare. Alors, ça peut arriver que je parte sur plusieurs jours, mais je fais pas de camping, j'ai pas eu l'occasion de faire du camping. Après, quand je pars dans les Alpes, oui, quand je vais partir un peu plus loin. Mais alors, l'avantage qu'on a aussi dans la région Auvergne, c'est qu'on est de Clermont-Ferrand, on a quasiment tout le massif à une demi-heure de route, voire 1 heure grand max. Donc c'est aussi très pratique, on n'a pas besoin, on n'a pas des gros trajets à faire. Donc, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? On a eu un invité d'honneur il y a quelques années qui s'appelait Xavier Deloup. Et en fait, quand il préparait ses voyages paysagistes, puisque c'est un paysagiste aussi, c'était une organisation quasi militaire avec des pointages, des choses comme ça. Est-ce que tu travailles de la même manière? Alors moi, spécifiquement sur l'Auvergne, non, parce que c'est un terrain de jeu pour moi depuis que je suis petit. Donc j'ai pas vraiment besoin de prendre Puis je sais pas, peut-être certaines personnes ont besoin souvent de noter sur une carte pour repérer un point. Mais moi, dans ma façon de faire, en fait, si je vais une fois dans un lieu, même je pourrais y retourner dans 10 ans et je me souviendrai plus. C'est peut-être au moins un avantage par rapport. Je ne suis pas très bon pour les dates, je suis nul. Alors, pour tout ce qui est lieu, j'y vais une fois et ça, je ne sais pas comment je fais, mais ça reste là. Et surtout en pleine nature, je ne me suis jamais perdu, je ne retrouve pas. Et puis comme ça, j'y passe énormément de temps, je me perdrais plus facilement dans les rues de Clermont-Ferrand qu'au milieu du 107. Pour dire un peu, voilà, c'est moins de style. Donc ouais. Après, c'est vrai que quand on part, si j'avais à partir quand je pars dans des Alpes ou dans des endroits que je ne connais pas, c'est vrai que c'est quand même bien de prendre une carte. Alors moi j'aime bien les cartes papier parce qu'on peut voir le relief dessus. Et puis on a quelque chose de visuel. Sur un ordinateur, c'est des fois pas très clair, ou sur les téléphones, on voit pas trop les reliefs, ce qui peut. Donc je suis pas forcément. Je préfère le papier. Et par contre, c'est très important quand même de privilégier plein de lieux qu'on a pu voir, enfin, qui peuvent être intéressants à photographier,
pour pas arriver sur le terrain et puis d'être perdu et de ne pas savoir où aller et de chercher parce qu'on va perdre vachement de temps. Et la météo, ça peut changer très très vite en plus en montagne, surtout en haute montagne. Donc il faut quand même avoir, un minimum d'idées de ce qu'on peut faire. C'est vrai que sinon, on part un peu, on risque de perdre beaucoup de temps et puis de ne pas faire grand chose à la fin. Mais c'est vrai que moi sur le Puy de Dôme, je n'ai pas trop je vais pas avoir ce problème-là parce que j'ai déjà tous les lieux en tête et après c'est juste à moi de décider selon la météo, là où je vais peut-être pouvoir avoir une ambiance qui va être le plus intéressant. Donc après c'est beaucoup de repérage, c'est beaucoup de temps passé sur le petit terrain. Alors j'y vais souvent seul, c'est pas que j'aime pas être avec d'autres personnes ou quoi que ce soit, mais c'est que pour ma part, souvent quand je fais de la photographie, dans mes compositions et dans ma façon de faire, j'ai besoin de m'immerger en fait dans mon environnement et c'est vrai que quand on est seul, on a tendance à être, il y a moins de choses qui peuvent nous perturber en fait. Et c'est vrai que quand on est souvent à deux, même avec un bon ami, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, on va discuter, on ne sera pas attentif forcément à tout ce qui se passe tout autour de nous. Donc à la lumière, à un cadrage, à une ambiance, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que moi, la plupart de mes photos que je peux exposer, elles ont été faites quand j'étais vraiment seul. Et puis c'est aussi parce que c'est une liberté aussi. J'aime bien être seul parce que là au moins, je fais ce que je veux. En fait, c'est un peu aussi, c'est un ego, mais c'est juste que c'est peut-être l'un des derniers endroits où on a la liberté de partir là où on veut, de pas. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui reste très peu sur les chemins. J'ai du mal à rester sur un chemin. J'ai besoin d'aller me mettre en pleine forêt ou quitter les sentiers. Puis ça me permet de découvrir de nouveaux points de vue, de nouvelles forêts, de nouvelles ambiances, de nouvelles cascades aussi. C'est un peu. Et puis, alors après, je pourrais aussi vous parler, pour moi, je pense qu'il y a un point de vue qui est important quand on fait de la photographie de paysage, ou même n'importe quelle photographie, parce que en tout cas, quand il n'y a pas de lumière artificielle, c'est aussi bien prévoir, toujours penser où ça paraît un peu la base et un peu bête, mais j'ai plein de gens des fois qui n'y pensent pas, ou qui me disent, ouais, si on allait faire une photo là, le soir ou le matin, quoi. Mais sans penser, c'est bien, justement, c'est là où la carte peut être intéressante, c'est de voir l'orientation du site et du spot. C'est pas la peine d'aller si c'est exposé plein est, de l'autre côté de la montagne, c'est pas la peine d'essayer de faire un coucher de soleil où on va être dans une fenêtre, on n'aura pas de lumière, il n'y aura plus rien, c'est pas grand intérêt. Donc c'est aussi bien de repérer un peu, de voir l'orientation du site, est-ce qu'il y a une possibilité au niveau de la lumière pour un coucher de soleil ou pour un lever de soleil, est-ce que ça sera intéressant? Ces repérages-là, tu les fais avant de partir ou est-ce que tu l'as fait parce que tu as fait des repérages ou tu as été voir sur site déjà? Il y a pas mal parce que j'ai été voir sur site. Et du coup, en ayant été voir sur site, je sais que l'orientation c'est plus propice, en tout cas au coucher ou au lever du soleil. Après, il faut aussi dire qu'on a un massif qui a, comme le Cantal, c'est assez spécifique, ça fait nord-sud. Donc de toute façon, c'est soit côté est, soit côté ouest. Enfin, la plupart des sites intéressants, ça sera comme ça. On a un peu là au niveau de la fontaine salée qui, elle, est vraiment dans un axe nord-sud. Donc là, souvent, pertinemment, j'aime bien cette vallée-là. Mais au fond de cette vallée-là, on ne peut rien faire le matin et le soir, parce que de toute façon, il y a les montagnes qui cachent le soleil, et puis voilà, donc à moins d'avoir des ambiances très spécifiques, il faudrait avoir de la neige pour amener de la lumière. Mais bon, ça n'arrive pas souvent, et puis bon, là, cette année, comme dans la neige, c'est pas tout, malheureusement, c'est pas une bonne année. Il t'arrive de bivouaquer sur place Non, comme je disais, je l'ai fait quelques fois, mais c'est pas. Non, je pourrais le faire, mais j'aimerais peut-être le faire plus avec justement aménager une voiture et puis dormir dedans. Après, en plein hiver, ça demandera. Après, on a quelques burons qui sont en libre, qui sont ouverts, où on peut dormir dedans aussi, donc ça peut être assez sympa. Ouais. Donc quand tu pars pas forcément dans l'idée de faire une photo, il y a des départs où tu pars uniquement pour faire du repérage. En fait, je suis toujours en repérage. Même quand je pars faire une photo, j'ai toujours du repérage après. Mais j'aime bien aussi. En fait, il y a des vallées, il y a des endroits où je me dis, là, peut-être y avoir à cette époque-là de l'année, ça peut peut-être valoir le coup d'aller faire un tour. Mais comme je dis, moi, mes photos, il n'y a pas de. Je me laisse aussi porter un peu par l'environnement et parce que je vais voir. Si ça m'est arrivé de vouloir aller faire un paysage, je me retrouvais en fin de compte en pleine forêt parce qu'il y avait une belle brume à ce moment-là, et en fin de compte, je me retrouvais à faire des photos dans la brume et pas du tout de paysage. Alors la contrainte de faire ça, c'est qu'il faut se trimballer plus de matériel. Enfin, il faut des fois aussi, il faut plus d'objectifs, voilà. Mais je me laisse le choix d'avoir une possibilité. Ouais,
j'ai pas un travail très. C'est vrai que j'ai vu certains photographes de paysage qui ont tendance à partir avec un point de vue, un endroit, et qui vont sur place et qui bougeront plus pendant 2-3 heures, quitte à ce qu'il n'y ait rien, mais voilà, ils vont être. Voilà. Et moi, ma démarche, c'est pas trop mon truc de me dire. De poser le trépied et d'attendre de 2-3 heures, attendre de voir ce qui se passe. Si je vois que de toute façon c'est pas possible, bah, autant aller voir ailleurs, autant marcher, autant aller chercher autre chose, quoi. Puis je suis quelqu'un qui a besoin de marcher, je suis quand même assez un peu hyperactif à ce niveau-là, et c'est vrai que moi, voilà. Donc c'est ma démarche photographique, elle reste quand même dans la marche, enfin il faut dans la découverte. Une démarche active, on va dire. Active, voilà, c'est pas passif, c'est pas que passif. Et deuxième chose, le trépied, j'ai souvent sur moi, mais par exemple, j'utilise 90% du temps, le trépied, je le porte, mais il ne me sert pas. C'est au cas où. Mais si j'en ai besoin, et forcément, le jour où on ne prend pas, c'est là où on en a besoin, donc du coup, je l'ai toujours sur moi. Mais du coup, c'est vrai que ça fait souvent une contrainte un peu. Et du coup, même quand tu pars en repérage, toujours ton sac plein. Pas forcément plein. Là, maintenant, je pars, pour cette période d'année, j'ai mon grand angle. Et là, j'avais investi dans un 500 mm, donc je commence à l'utiliser aussi, un peu voir. Puis j'avais des plans en tête, plans de brume, plans un peu lointains, donc aussi je vais l'utiliser. Ouais. Et toujours plus possible. Ah oui, toujours. Ouais, c'est un peu compliqué de sortir en montagne maintenant sans matos photo, et puis j'ai l'impression d'être mûr. J'ai tellement plus l'habitude d'avoir ça sur moi, mais si je le prends pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. C'est un peu. En fait, en règle parce que tu pars tout seul souvent, est-ce que tu as des règles de sécurité? Est-ce que tu pars avec une balise ou des choses comme ça? Alors après, non, j'ai pas de balise. Après, c'est parti toujours en étant surtout. Alors moi, c'est pareil. Moi, ça n'empêche pas que je prends toujours un risque à partir seul, ça c'est sûr et certain. Après, on minimise le risque. Alors, je minimise le risque par mes expériences que j'ai fait avant. J'ai fait une formation d'accompagnateur de moyenne montagne. J'ai plein d'autres expériences. Voilà, j'ai une expérience en montagne qui me permet d'être à peu près, en tout cas, de faire attention, de ne pas partir. Alors je pourrais prendre une carte, mais comme je connais le site parfaitement, c'est pareil. Si on ne connaît pas le site, il faut prendre une carte. Couverture survie obligatoire. Frontale, moi j'ai au moins 2 frontales à chaque fois sur moi, parce que quand on fait de la photographie, souvent moi le soir je rentre de nuit. 90% je rentre de nuit. Souvent, en plus j'aime bien les heures bleues, donc souvent je me retrouve, quand je rentre à la voiture, oui, après il faut prévoir de l'eau, prévoir des vêtements chauds, surtout toujours des vêtements chauds. En montagne, même en plein été, j'ai des vêtements chauds. J'aurai toujours le bonnet, toujours des gants, toujours. Parce que même si en plein été, en pleine journée, il peut faire 15, mais le soir, la température peut vite chuter. Et quand on doit attendre, des fois on doit attendre 1 heure ou 2 pour peut-être avoir soit une belle ambiance, comme là, il a fallu que j'attende 3-4 heures. Je ne me doutais pas forcément que la mer de neige allait faire ça, mais je voyais qu'il se passait quelque chose qui était complètement dingue. Donc du coup, il a fallu que j'attende au sommet du Puy de l'Angle pendant 3-4 heures. Donc on essayait de s'occuper, on marchait un peu, on a fait un tour là. Voilà. Et là, je suis rentré à la frontale, de nuit, dans un brouillard pas possible. Là, c'est pareil, c'est bien de connaître le lieu où d'avoir quand même la montagne, ça reste quand même un élément où il y a toujours un risque. Il faut pas... Et puis ça peut évoluer très très rapidement. On est quand même des massifs, même si c'est de la moyenne montagne, on a des conditions en hiver qui peuvent être très très difficiles. J'ai eu des moins 30, c'est pas souvent, mais le peu que ça peut arriver, il faut quand même être. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La composition de vos images. Alors, vous avez une façon de prendre les tiers, par moitié. Alors, composition des tiers, oui, alors moi je l'ai appris très tardivement, ces compositions-là. Au début, je travaillais je travaillais au feeling. Et après, c'est les gens qui m'ont dit, ouais, mais en fait, tes photos, elles sont belles, elles sont vraiment. Voilà. Et puis, ils me disent, ouais, mais par contre, tu sais, il y a des règles normalement et tout. Et puis, bon, on apprend les règles, on les voit, on les comprend, il y a des règles de tiers. Et puis, en fin de compte, après, on peut outrepasser ces règles. Après, c'est vrai que la règle des tiers est quand même très, très importante. De mettre des points de force sur ces 4 points, c'est très important en paysage, ça apporte quand même à l'image. Après, ça n'empêche pas que des fois, on les a pas sur un cadrage, on ne va pas les avoir. Moi, j'ai des photos de neige qui sont très centrées, où il n'y a pas du tout de... Là, par exemple, il y a des points de force. Là j'ai mis le sapin parce que je voulais amener quelque chose dans mon image. Ça aurait été vide, il manquerait peut-être quelque chose. Mais là, par exemple, là je ne joue pas avec la règle des tiers. Là, ça va plutôt être... Moi, je vais jouer avec des lignes.
J'aime bien les lignes, j'aime bien quelque chose qui apporte dans l'image, mais je travaille un peu des fois comme des, je sais pas comment expliquer, mais comme des peintures, j'aime bien, ouais, c'est... La photo précédente. Ouais. Dans le sens de notre lecture. On lit de gauche à droite. Ouais. Le point fort se trouve à droite. Et dans celle-là, le point fort se trouve à gauche. Et c'est bien, hein, parce que ça... Après, je fais aussi en fonction de ce que j'ai. Je peux pas changer l'art. Voilà. Donc après, j'essaye de composer. Il paraît plus quand même que tu classer la montagne. Ouais, en vrai, après, voilà. J'essaye de composer. Voilà. Après, je suis pas quelqu'un de très. Enfin, moi, là, c'est pas ce qui me. Enfin, la technique, c'est sympa, mais c'est pas. Enfin, moi, je préfère que mon image, elle raconte, qu'elle amène le. Comment dire, qu'elle parle en fait sans forcément, oui, on peut toujours revoir 2-3 points, ça sera jamais parfait à 100%, mais en tout cas qu'il se passe quelque chose dans l'image, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau d'une ambiance. Du coup, en termes de traitement d'image, Ouais. Lightroom, Photoshop Photoshop. Ouais, principalement c'est Photoshop. Ouais. Au début, j'ai commencé avec le Lightroom, comme beaucoup de gens, et puis après, on passe à Photoshop. Par contre, c'est vrai que je comprends, Photoshop, c'est une usine à gaz, ça demande beaucoup. Au tout début, ça fait un peu peur parce que c'est pas évident. Et puis alors, pareil, j'aime bien rappeler qu'on travaille sur du numérique, sur des fichiers numériques, et du coup, faut pas oublier que ça peut prendre beaucoup de place. Donc il faut pas. C'est pas la peine d'investir dans des boîtiers très très chers si on n'a pas le matériel informatique derrière pour pas traiter, ou à moins qu'on ne veuille pas faire de traitement. Après, si on considère, voilà. Mais je trouve ça dommage à ce moment-là d'avoir des gros boîtiers qui sont là pour avoir une grosse dynamique. Et si c'est pour pas l'utiliser et faire du JPEG, à ce moment-là, ne pas investir dans des matériels très très chers. Il faut bien voir l'utilité, donc bien prendre en compte. Voilà. Et des belles photos ne veulent pas dire beaucoup de matériel forcément très cher. Oui, forcément, le matériel, des photos de nuit, principalement, on le fait plus avec des... il faut avoir plus le capteur sera gros, plus on aura accessibilité, on montera moins dans les ISO, donc forcément, ça a un coût aussi, un investissement, mais ça fait... Le matériel ne fait pas les photos. J'aime bien aussi le rappeler. Je vois beaucoup trop de gens, des fois, qui veulent investir trop de matériel. Après, ça demande des contraintes aussi au niveau informatique. Il faut investir dans des ordinateurs très puissants, donc c'est encore... Et puis on n'est pas obligé de vouloir faire du traitement. Moi, c'est mon choix à moi, mais on n'est pas obligé. Il y a des gens qui font de belles photos sans faire trop de traitement, sans faire du Photoshop ou quoi que ce soit. Voilà. Je ne sais pas si... Vous prenez vos photos en format RAW? Oui. En brut, oui, c'est quand même... C'est un grand avantage parce qu'on a une grande dynamique, on peut rattraper surtout. Moi je suis chez Nikon et je sais pertinemment que les tons très sombres, quand c'est sous-exposé, j'ai plein de données dedans. Je peux encore. Et après il y a des techniques des fois de photo, on peut faire du stacking si on veut que tous les plans, mais là je vais rentrer peut-être dans des domaines un peu plus. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais. Il y a plein, en fait, les techniques photographiques, c'est très vaste. On en apprend encore tous les jours, donc encore plein à apprendre. Il y a plein de choses à voir. Les photos de nuit, c'est encore un peu plus spécial aussi. Ça demande des temps de pause assez longs. Donc là, forcément, avec le trépied, sans trépied, ça sera pas faisable. Du coup, là, tu ne regrettes pas d'avoir pris ton trépied avec. Ah bah là, c'est obligatoire. Là, si je prends pas le trépied en pleine nuit, c'est un peu, voilà. Enfin, c'est ouais. Mais là, c'était une photo, c'est un peu exceptionnel et on ne peut pas faire ça tout. Là, c'est la lune. Là, c'est un lever de lune. Il était 9h du soir. La lune est en train de se lever. Là, on peut marcher. Là, j'étais sur le plateau du Guéry et j'avais pas du tout. On s'imagine pas. C'est déjà que la lune, en pleine lune, la lune ramène une lumière. C'est vraiment impressionnant. On peut vraiment. Tant qu'on n'est pas en pleine forêt, on y voit pas comme en plein jour, mais on arrive à marcher sur la. Et en plus avec la neige, c'est un monde complètement, c'est lunaire, c'est un autre environnement. La lumière est très froide par rapport au soleil. Et puis là je suis arrivé, c'est la seule nuit où j'ai pu le faire. Toutes les années c'est très compliqué d'avoir des conditions météo où on peut se balader sans que ça soit trop difficile aussi, parce que là il faisait quand même moins 19 ce soir-là. Quand on sort de la voiture, bon. Par contre il n'y avait pas de vent. Pas du tout de vent et pas d'humidité, donc du coup j'avais même pas les gants, c'est pour dire, j'étais vraiment... Le matériel, c'est température.
Alors, le problème, c'est les batteries. Les batteries, il faut en avoir, ouais. Moi, j'en ai au moins 4 ou 5 parce que ça part très très vite. Ouais. Tu les gardes près du corps? Alors, j'avais fait ça dans les Alpes. Par exemple, dans les Alpes, quand j'avais été faire un road trip avec un ami, on était parti une semaine. Et là, oui, là, on avait, là, les batteries, même le soir, quand on dormait dans le camion, parce que c'est un camion aménagé, mais pas isolé. Donc, il y a des matins, c'était pas très très marrant, on avait des collés contre c'était plus froid à l'intérieur du camion qu'à l'extérieur. Et du coup, les batteries, là, on les mettait au fond de notre sac de couchage, près de nous, près du corps. Ouais. Et, alors moi, je fais pas des grandes expé comme certains photographes qui partent à l'autre bout du monde ou quoi, mais ils ont le même souci. Et souvent, eux, ce qu'ils disent, et de toute façon, c'est la meilleure solution, c'est de le mettre dans les endroits chauds près du corps, pour pas que les batteries se déchargent trop vite, parce que sinon, oui, on se retrouve vite. Et dans des conditions de froid, là, comme ça, c'est à moins 19, quand tu redescends on va dire en altitude, tu reviens à la maison, est-ce que tu prends des précautions particulières? Ah ouais, alors la précaution par rapport aux c'est objectifs. Ouais, et surtout aux objectifs. Les objectifs n'aiment pas du tout les grosses différences de température. Ça reste un morceau de verre et si on passe de 15, de moins 15 à même ne serait-ce qu'à 5-6 degrés, alors bon, s'il y a trop d'écart, j'ai des amis, il y a carrément ça peut exploser. Enfin, le boîtier peut fissurer, le verre peut faire flotte aussi. Mais le plus gros problème, moi, qui m'est déjà arrivé, c'est de la condensation au niveau de la lentille frontale. Et bah là, alors si on était reparti sur un shoot, parce que même des fois, juste la voiture, on met le chauffage en rentrant, on s'arrête, on dit ouais, il y a un truc. Et puis là, on s'aperçoit que la lentille, c'est tout endommé. Donc les photos sont floues, il n'y a rien à faire. Donc par contre, c'est bien faire, bien attendre, ne pas remonter. Moi, souvent, mon sac, quand je pars dans des conditions comme ça, le mieux, ça serait de le laisser dans la voiture. Donc quand on a envie, on évite de laisser son matériel photo dans la voiture, c'est pas non plus, voilà. Mais au moins de mettre dans une pièce à des températures. Éviter de le mettre dans une chambre ou dans une pièce où il fait plus de 20-25 degrés alors que toute la journée il a passé à moins d'ici. On ne le sort pas avant un petit moment. Par contre, au bout d'un moment, il faut penser à le sortir aussi et des fois à l'essuyer parce que ça crée de la condensation tout autour. Alors même si des fois ils sont vendus pour être étanches, entre guillemets, c'est jamais complètement... Après le matériel, oui, de toute façon, il y a toujours un risque de le casser, de l'abîmer. Mais bon, après, moi je prends le parti pris. Le parti pris que j'ai envie de faire ces photos-là, donc il faut bien un moment ou un autre aussi que je prenne ce risque-là. Mais ça demande d'être un peu attentif. Quoi. Et sur les courses, tu as combien de prises? Là, j'en ai qu'une sur celle-là. Et la plupart, tu fais sur une prise? Ça va dépendre. Les photos de nuit, ça peut être beaucoup plus compliqué. Après, là, j'ai pas photo de nuit, j'en ai avoir peut-être une. Ça, c'était un buron à Ali. Et là, oui, spécifiquement. Alors, ce qui donne le côté rouge au nuage, c'est qu'en dessous, Ali, je sais pas pour ceux qui connaissent, c'est un immense parc éolien. Il y a des éoliennes de partout. Ils en ont mis partout. Donc, pollution lumineuse, à ce niveau-là, on est un peu embêté. Et du coup, il y avait une masse nuageuse qui arrivait, et du coup, ça éclaire rouge, ça fait une grosse lumière rouge. Et du coup, j'ai trouvé ce cadrage-là avec la voie lactée qui allait sur une balle. Et là, c'est vrai que là, c'est des photos qui demandent beaucoup de traitement, parce que là, faut arriver, il y avait une pause un petit peu plus longue pour faire ressortir le moulin qui éclaire. Alors, on voit des ombres. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que même de nuit, nos capteurs, un capteur, nous, on est incapable de mettre nos yeux, excusez-moi, de les mettre en temps de pause. On ne peut pas dire, voilà. Alors qu'un appareil photo, ça a une capacité, lui, il peut choper plein de lumière que nous, on ne verra pas. Enfin, nous, on ne pourra pas c'est ce qui permet de voir la voie lactée comme on la voit au travers des photos. Nous, la voie lactée, c'est juste une petite bande blanche avec, on voit qu'il y a un peu plus d'étoiles, mais c'est tout, quoi. Il y a pas, voilà. Mais par contre, dès qu'on déclenche sur des pauses de 15-20 secondes, l'appareil, lui, il arrive à retranscrire, à choper beaucoup plus d'informations, et du coup, c'est toujours, c'est magique à voir et à faire. Mais là, pour le coup, on n'est plus dans la réalité de ce que l'œil humain voit. Ça, c'est clair et net que c'est complètement. Et du coup, c'est des photos qui demandent souvent un peu plus de travail en post-traitement pour la réduction de bruit. Et puis aussi, il y a un parti pris en colorimétrie. Parce que la colorimétrie, là, c'est toujours un peu au bon vouloir de notre interprétation. Il y a quelques lumières dans le ciel, on pourrait aller chercher des violets,
Au niveau du ciel profond, enfin ceux qui font vraiment ça, ils vont essayer de. Mais bon, ça reste quand même un peu de. Il n'y a pas de. Et là, du coup, sur celle-ci, je pense que tu as utilisé le stacking. Ouais. Plusieurs photos possibles. Avec des médianes pour. Ouais. Il y a un premier plan. Il y a un premier plan, ouais. long. Alors, premier plan, il y a plein de techniques. Soit on en prend plein et on fait des médianes, soit on fait une pose plus longue avec un dart pour enlever les pixels chauds. Alors, ça va peut-être c'est un peu lent. Mais ouais, donc ça, tout ça, on l'apprend en faisant des essais, en sortant, en rencontrant des gens. Il y a plein de moyens, ouais. Un peu parler de comment tu fais, enfin, tu prends peut-être quelques exemples sur tes photos, puis nous expliquer un petit peu comment elles ont été réalisées à la Star de celle-là, un petit peu. Ouais, c'est pas forcément la plus simple. Non, mais prends-en une autre. Mais on peut avoir des techniques un peu plus costauds. Ouais, un peu plus costaud. Bon, là, il y a pas vraiment de technique, hein. C'était juste. Ça, par exemple, c'est une photo faite au 500 mm. C'est pour montrer que ça peut être aussi intéressant. Et ça, c'est un point de vue que je pourrais pas faire avec autre chose qu'un 500 mm. J'ai pas de montagne, j'ai pas de colline en face. Pourtant, j'aime bien cet angle-là. Alors, je les avais déjà repérés avant. Et maintenant que j'ai cette focale-là, ça me permet d'aller les chercher. On va chercher des détails, en fait. Donc, ça peut aussi apporter une autre. Et celle-ci, c'est une photo de jour. Le matin, tôt. Ouais, Le matin, tôt. Ouais, limite, ouais. Enfin, moi, là, on a des lumières les plus intéressantes et les plus douces. Et même à travailler après, ça sera souvent le matin et le soir. C'est vrai qu'en pleine journée, Alors, en pleine journée, moi, j'ai des photos que j'ai fait en pleine journée, mais ça va être des photos de brume, avec des ambiances très. Ouais. Après, c'est mon monde, c'est mon univers à moi. On peut faire aussi des très belles photos en pleine journée, il n'y a pas de. Voilà, ça, typiquement, c'était en pleine journée. Couleur en noir et blanc, celle-ci. Ben, couleur. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de truc. Mais c'est comme on est dans un jour blanc où tout est blanc. Donc il reste, on pourrait aller chercher quelques détails verts au niveau des sapins, mais comme ils sont aussi recouverts de blanc, ça. Quand on regarde les photos, tu travailles essentiellement en couleur, pas de noir et blanc. Pour photo noir et blanc en montagne et en paysage, j'avouerais que j'ai pas vraiment. Ça me parle pas. Après, ça pourrait très bien fonctionner sur des photos avec de la neige parce que c'est des contrastes très forts. Donc je pense que le noir et blanc pourrait être très intéressant. Après, c'est vrai que c'est souvent. Enfin, ouais. Mais ouais. Tout est possible. Après, il y a. Après, moi j'ai des colorimétries souvent dans des cyans, j'aime bien les. Après, c'est mon univers aussi, j'aime bien les cyans, les bleus, travailler des couleurs. Après, quand on regarde les photos que tu exposes en bas, il y en a qui sont quand même très très proches de. À part des micro-touches de couleurs que tu peux avoir sur des arbres, il y en a, elles se rapprochent vraiment très fortement du tirage noir et blanc. Et on a l'habitude de dire, nous, la désaturation, c'est pas bien, il ne faut pas, c'est mal. Mais là, c'est de la désaturation, mais naturelle. Mais naturelle. C'est quand ça vise, ouais. Après, c'est pas non plus évident, là, c'est les rouges que j'ai eu avec ces arbres-là. On les a pas tout le temps, c'est pas. Après, le rouge et le blanc marche très bien au niveau des contrastes sur la neige, ça a toujours été quelque chose. Mais après, j'ai pas de. Oui, moi j'ai du mal à enfin, par exemple, au niveau des séries, au niveau de mon travail, je le fais pas, je vais pas me dire, je pars pas sur des séries dans ma tête, je fais pas une photo pour me dire, il faut qu'elle colle avec une note ou ainsi de suite, ou quelque chose comme ça. Et chaque photo, pour moi, je vais avoir un travail différent, ça va être un moment différent, ça va être une émotion différente, donc c'est pas. Après, si elle marche, au bout d'un moment, j'arrive à avoir ces séries. C'est pour ça que ça me prend en souffle, ça me prend longtemps. Et je commence juste à avoir quelques séries au bout de 15 ans. Mais bon, c'est un. Tout à l'heure, tu parlais du post-traitement. Ouais. Combien de temps tu passes sur chacune des photos? Qu'est-ce que tu vas aller retoucher? Alors, ça va être souvent ce que je vais retoucher, ça va être les contrastes. De toute façon, une photo brute, si on prend la photo brute, il faut remettre des contrastes, parce que sinon c'est plat. On voit plus d'où vient la lumière, donc il faut faire ressortir les tons sombres, les hautes lumières, sans les cramer, voilà. Donc après c'est juste une question, souvent moi j'y passe du temps parce que c'est juste une question de trouver le juste milieu.
Et ce juste milieu-là, et puis alors plus on en fait, plus on est perfectionné sur ces images, même si beaucoup de gens ne verront pas, 90%, il n'y a que le photographe qui verra les petits défauts. C'est un peu... mais après oui, puis c'est parce que j'aime ça aussi, j'aime pouvoir aller, de reprendre des fois aussi légèrement la colorimétrie, parce que malgré tout ça reste aussi une interprétation. Même si je ne change pas, j'ai pris alors, il y en a qui le font, moi j'ai la partie pris de me dire je ne vais pas mettre un autre ciel, je ne change pas les ciels. Si j'ai pas de nuages, j'ai pas de nuages. Je vais pas aller, voilà. Des fois il y en a. Je reste dedans. Voilà. Par contre la colorimétrie et tout le reste, on peut la faire varier un peu. Leur bleu, elle est pas, des fois elle est un peu moins bleue que ça, mais je vais jouer sur les contrastes et tout. Après il faut que ça parle, il faut que ça reste. Puis ça donne aussi un peu. Ce qui permet aussi de donner sa patte, de donner sa touche, d'avoir des photos un peu qui sortent de l'ordinaire. Pour moi, la photographie, je ne fais pas de la photographie de reportage. Si je veux faire de la photographie de reportage, à ce moment-là, je calibrerai mon appareil pour avoir une colorimétrie parfaite. Et puis, du coup, je clique, voilà. Mais je fais très peu de traitement à ce moment-là. Ça m'a... Je ne sais pas si ça peut parler un peu. La photographie d'art. La photographie reste pour moi, ça reste toujours une interprétation. Parce que, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est. Globalement, sur une image, tu fais comment? Tu travailles d'un seul coup, tu dis voilà, je travaille, je fais cette image, ou alors tu fais un bout de ton travail, tu les reviens après, comment ça se passe? Normalement, quand je suis sur une photo, je vais rester sur cette photo-là. Alors, ça peut me prendre des fois 2 jours parce que j'ai besoin. Des fois, c'est bien de quitter l'image, de quitter l'écran. Parce que quand on passe des heures devant, on voit plus rien. Enfin, on voit plus rien, on pourrait se saturer, on voit plus rien. Et puis quand on revient, si on arrête, on revient 2-3 heures après, on fait ah ouais, non mais c'est. Puis des fois, on reprend tout à zéro parce qu'on part sur un mauvais chemin, sur une mauvaise ligne. Donc il faut que ça reste, voilà. Je pense que c'est bien des fois. Et puis moi, il y a des photos où je sais que il y a peut-être quelque chose, mais je vais, si c'est pas le moment, si je suis pas bien pour traiter ou si ça va. Enfin, si je suis pas dans mon univers, je relaisse. Et puis je reviendrai peut-être 6 mois après, voilà, enfin quand ça me parlera. Et il y en a, ça va être le soir même. Je vais avoir déclenché le soir même, j'ai envie de la traiter parce que j'ai mon idée en tête de ma prise de vue. Pourquoi est-ce que. Voilà. Donc mais ça, c'est très difficile à expliquer parce que c'est un ressenti, c'est très personnel. Donc, Et quand tu termines l'éditing de ton image, tu la stockes en tant qu'image finalisée, c'est-à-dire que tu vas faire un TIFF ou un. Ouais, je travaille en TIFF, chose, mais en virant tes calques de réglage, est-ce que tu gardes quand même une. Je les garde, mais en les gardant, du coup, problème de place. Parce que du coup, ça fait des fichiers qui peuvent faire jusqu'à plus de 4 Go. Alors, on est limité à 4 Go. De toute façon, au-dessus, je dis, va falloir en enlever parce que là, il y en a trop. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais oui, j'ai des fichiers très lourds. En me disant que peut-être, si je reviens, des fois, ça m'arrive au bout d'un certain temps de dire, ah ouais, là, il y a peut-être un truc que je pourrais faire mieux. Et donc, c'est. Mais ça, c'est un choix, mais pas aussi, moi, je n'en sors pas souvent. C'est aussi mon choix, c'est que. Les photos, j'en sors des fois 2-3 par mois, et encore c'est rare, des fois je peux en sortir pendant plusieurs mois. Je suis pas dans la production à tout prix, voilà, c'est pas. Enfin, tu dis ça, et en même temps, tu continues à faire des photos. Oui. Pendant ces mois-là. Oui, pendant ces mois-là, par contre, je continue. Il y a peu de sorties pour. Après, ça fait du stock, et puis le jour où on n'a pas sorti, ou le temps, où il n'y a pas la météo, voilà. Pour ta retraite. Pour la retraite, et pour plus tard, quand je pourrais plus. Du coup, quand tu pars sur une sortie photo, tu reviens avec combien de photos à peu près? Alors au début, quand j'ai commencé, je revenais avec beaucoup trop de photos. beaucoup trop. J'en ai encore plein à enlever. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on a tendance, quand on commence la photo, et c'est normal, souvent ça rafale. Ça rafale, on voit le moindre truc qui nous parle, on va voir, voilà, et on shoot un peu à tout va et tout. Alors ça peut marcher, hein. Il y a des fois, moi j'ai sorti des très bonnes photos en faisant ça, voilà. Et puis au fur et à mesure des années, on se calme un peu, on se dit ouais, mais parce que quand on en a plein de disques durs et puis qu'il faut trier après, c'est pas non plus là. Et du coup, j'ai pris, ouais, mais maintenant, des fois ça m'arrive souvent de faire des sessions où je vais pas sortir un peu. Je vais rien, je sors même pas l'appareil. Je vais porter le sac, mais il n'y aura rien. Parce que je sais pertinemment qu'il n'y a rien qui me parle. Si ça me touche pas, s'il n'y a pas vraiment quelque chose, et puis que je me mets, ouais, si ça n'a pas d'intérêt. Mais maintenant, en moyenne, je vais sortir, des fois, ça va être 30, 40 photos, 100 photos, 200 photos, ça va dépendre. Ça va dépendre aussi de plein de choses.
Tu réfléchis beaucoup plus du coup Je qu'avant. fais ouais, beaucoup plus, mes cadrages aussi. Beaucoup plus, oui, on est un peu plus. Il faut être fait. On apprend à temporiser sur ce qui se passe, à regarder. Alors, même si des fois on voit les choses, on a envie de. Voilà, mais réfléchir, voilà, qu'est-ce que je mets dans mon image, pourquoi est-ce que je le mets là, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter, et comment ça me touche en fait, qu'est-ce qui me parle. C'est aussi très personnel, une photo, il faut arriver à garder un peu d'émotion dedans. À pas voir que la technique, c'est bien de voir les points, enfin, comme on disait, les tiers, les points de force, tout ça, mais il faut sortir aussi un peu de ça et puis voir qu'est-ce qui parle, enfin qu'est-ce qui nous parle à nous. Il faut que la photo, ça soit une émotion, ça soit personnel. Il ne faut pas que ça soit. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui peuvent. Tu fais exclusivement la photo de paysage ou tu fais ça ailleurs? Tu fais exclusivement la photo de paysage? Après, principalement, après j'avais fait un peu en architecture avec des amis. J'avais fait vite fait sur Clermont-Ferrand parce que j'aime bien aussi. Hein. C'est un travail qui se rapproche aussi. On travaille avec des lignes. Alors là, c'est des lignes souvent. Après. Mais il y a plein de. J'avais fait vite fait un peu de portrait avec un ami photographe qui faisait du portrait. J'essayais aussi un peu. Mais c'est plus pour m'amuser, pour voir aussi. Puis la photo, ça peut ouvrir là. Je suis pas limité que ça. Après, c'est juste que j'aime être en montagne. J'aime être dans cet environnement-là. Et il me parle énormément. Donc c'est vrai que. Du coup, tu pourrais peut-être y associer l'animalier, peut-être, non? Ouais, alors l'animalier, oui, je pourrais. J'en ai un peu de l'animalier, mais c'est vrai que l'animalier, pour moi, dans ce qui me parle dans l'animalier, c'est très compliqué. Il faudrait faire des affûts, ça demanderait encore plus. C'est de mettre les animaux, mais avec l'environnement. Donc ça serait d'avoir des beaux cadres, et en même temps, là ça demande beaucoup. Il faut la belle lumière, la belle ambiance, plus l'animal. J'ai vu quelques photographes qui le faisaient, mais c'est encore beaucoup. Si, ça m'arrive souvent. La dernière fois, j'ai des chamois à 3 mètres de moi, ça m'arrive, Bernard et tout. Mais après, il faut être prêt. Et puis, c'est compliqué. Quand je me concentre pour faire la photo de paysage, je vais chercher des cours, je vais chercher des lignes, mais je vais chercher un cadrage. Donc, mon cadrage, c'est pas du tout le même que si la vaisselle elle est passée à côté. On peut pas. Voilà, je suis pas à tout prix, oui, c'est pas. Ouais. C'est vrai, on ne peut pas faire tout en fait en même temps. Donc si des fois j'aimerais bien avoir 2-3 appareils, ça va arriver typiquement d'avoir une ambiance de fou là-bas, une ambiance de fou là-bas, mais il faut faire un choix. Au bout d'un moment, on peut pas être à droite, à gauche, en bas de la montagne, en haut de la montagne. Donc il y a aussi un parti pris après, quoi. Et puis il faut se laisser un peu porter, et puis voilà, voir ce qui nous touche le plus. Le drone, c'est pas encore quelque chose qui peut... Le drone. Le drone, c'est une autre approche. Ça pourrait ouvrir certains plans. Ça pourrait être intéressant aussi. Quoi. Mais pareil, ça veut dire encore prendre du matériel en plus. Tu fais combien sur ta discrétion le fois? Franchement, je ne l'ai pas pesé. Il fait bien 15. Et là encore, il n'y a pas l'eau, mais on est bien à 15. Ouais, je pense une quinzaine de kilos, un peu plus. Donc c'est vrai qu'il faut accepter ce poids, quoi. Quand on s'y fait, c'est aussi. Et tu as pensé que de montagne, comment tu fais la récente? Là, je peux vous montrer, hein, c'est pas. Là, à l'intérieur, j'ai un insert. J'ai mis un insert. Alors, les sacs photos, il y en a de toutes les sortes, à tous les prix. C'est très varié, il y a plein de choses. Donc là, j'ai mon insert avec une ouverture. Après, la plupart des sacs, c'est soit une ouverture soit qui se passe dans le dos, soit qui se passe à ce niveau-là, par dessus du sac. Il y en a qui peuvent être sur le côté aussi. Il y a plein de sortes, plein de choix. S'il est libre, il faudrait qu'on sac lève bleu que les gens le voient peut-être. Quel sac? C'est un sac de montagne, ça c'est un 45 litres, donc ça se remplit vite. Le problème c'est que plus on a un sac gros, plus on va le remplir. Plus on va porter quoi. Et je pense que voilà, c'est toujours. T'as une ouverture qui est comment? Non, elle est là. Elle est vraiment, elle est dans. Je sais pas comment on peut dire, elle est de face. Je sais
vois, parce que dans le dos, en même temps, c'est dans le dos aussi. Ouais, Voilà, voilà. Et sur cette partie-là, sur le sac, sur le devant du sac. ouais, c'est ça. Et il y en a des fois qui peuvent être ici. L'un ou l'autre, pour moi, de toute façon, il faut enlever le sac si on veut prendre une photo. Donc, alors après, il y a des systèmes qui sont intéressants où on peut mettre l'appareil, on peut fixer l'appareil sur les sangles ou à la ceinture. Il y a plein de... Après, bon, moi, je ne peux pas t'annoncer ce sac, je n'ai pas aucun. Voilà. Et puis après, dedans, là, dans la sacoche, là, pour l'instant, j'avais donc là le 500 mm. Donc voilà, ça c'est lourd. Forcément, après, c'est un choix, c'est un parti pris, c'est pas. Et là, j'ai mes batteries, et puis j'ai le grand angle, qui est aussi un gros objectif. Donc lumineux, c'est des objectifs qui sont très très lumineux. Mais qui dit lumineux dit forcément lourd et cher aussi. Ils n'ont pas le prix, alors pas non plus. Forcément, c'est. C'est un 15-30 de 8. Oui, c'est ça, c'est le talon, ouais. De 8. Donc il est pas mal aussi pour faire de la photo de nuit. Ouais, là, c'est pour, ouais. Après, maintenant, il y en a même à 1,4, on peut tomber. C'est pas le même prix, c'est pas le même poids. Pas le même prix, pas le même budget. Puis voilà, après, puis moi je collectionne pas les objectifs, c'est pas. Voilà, je sais pas. Mais oui, il vaut mieux des fois avoir un bon objectif avec un boîtier peut-être un peu moins cher, pas le tout dernier cri, que d'avoir un très bon boîtier avec des objets de moyenne qualité. Parce que c'est comme une Rolls, enfin, je sais pas moi, c'est comme si on avait une Porsche et qu'on y mettait un moteur de 2 chevaux dessus. Ça n'a pas grand intérêt. Donc faut pas oublier, voilà, en fait, et puis les objectifs, ça peut être très important parce qu'un objectif, ça perd pas trop de valeur aussi. Par rapport à un boîtier qui peut décoter très rapidement, un objectif, ça reste du verre et ça décote très très tôt. Donc les objectifs, celui-là, de 500 mm, ça fait 10 ans qu'ils l'ont sorti. Le prix est toujours à peu près, enfin ça fluctue, mais voilà, ça perd pas. Donc c'est pas des investissements non plus. Voilà. Au niveau là, c'est vraiment très matériel. On est sur. Sur quoi je pourrais. Du coup, c'est ta passion ou c'est ton métier? Ma passion. Ça prend combien de temps? Non, par semaine. Ouais. Après, moi, dès que je peux, je suis en montagne, quoi. Ouais, ça demande. Après, puis ça demande de sortir le soir, de sortir le matin tôt, de pas être. Voilà. Après, il faut aimer. Je pense que pour faire des photos comme je fais moi, il faut déjà aimer être dans la nature, dans toutes les conditions. Voilà. Si on n'aime pas ça, c'est pas la peine, on ne le fera pas. Enfin, c'est pas une contrainte pour moi d'aller mettre dans une tempête de neige. J'y vais parce que j'aime ça, j'aime me retrouver là-dedans. Alors, peut-être un peu complètement. Voilà. Mais je me sens vivre. Je me sens vivant, c'est une expérience, c'est quelque chose qui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photos qui sont dans où le climat n'est pas forcément. Ouais, alors souvent on a l'impression, ces photos-là, c'est pas là où j'ai le plus froid, c'est pas là où c'était le plus dur. Il y a des photos, là il faisait très froid ce matin-là, c'était pas Sur un sommet de ligne. Oui, ouais, mais des fois on se rend pas compte, mais sur la photo que j'avais de. Non, c'est pas là, mais là, typiquement, il y a eu plein de gens qui m'ont dit mais t'as dû avoir super froid le soir, parce que tout était gelé. J'ai dit, là je suis très bien. Par contre, là où j'ai eu le plus froid, c'est en rentrant dans la voiture et en rentrant dans cette espèce de brume. C'est un brouillard givrant, et là, quand on rentre dedans, tout y gèle. On est complètement plongé. Et on n'y voit pas à 2 mètres. Donc là, il faut bien avoir pris des points de repère, parce qu'il y a tout le chemin, il y a l'arrêt. Et tu fais tout, justement, tu dis point de repère. Tu ne gères ça qu'avec une boussole et la carte ou à l'œil, tu connais le petit. Je connais. Parce que c'est vraiment, là, je suis sur un massif où je connais tous les. Ouais, je connais les piquets, je connais chaque endroit, même l'arbre, je connais pas tous les arbres. Parce que je suis né là-bas et que j'y passe énormément de temps. Donc forcément, au bout d'un moment, En même temps, tu nous dis que tu pars faire des photos le matin et que tu rentres le soir, on a plutôt tendance à croire que tu te perds. Après, ce que tu fais pas exprès de te perdre, des fois, justement. Ah mais si, mais c'est bien aussi. Enfin, me faire dans... Oui, ça m'arrive souvent, ouais. J'aime bien les faire dans des vallées, des fois, dans des trucs
quitter les sentiers et puis de prendre un vallon où il n'y a rien et puis d'aller voir ce qu'il y a, quoi. De voir s'il y a pas un petit cours d'eau, une ambiance, quelque chose. C'est aussi un peu, c'est comme quand on était plus jeune et puis on part de là. Mais j'aime bien cette part d'inconnu, de recherche aussi. On ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas ce qui peut. Oui, donc après en traitement, après j'utilise quoi? J'ai des petits scripts, j'utilise pas mal de petits scripts maintenant qui sont très intéressants, qui sont faits par des Américains. Et alors ça va pas parler à grand monde, c'est des TK, il y a TK et Raya Pro, c'est des petits scripts en fait qui permettent sous le traitement de Photoshop de travailler par c'est par des masques de luminance. Donc du coup on va travailler par des zones qui vont être très très définies dans une photographie. On va travailler par des tons, donc les tons sombres, les tons moins sombres, et on a vraiment un panel très très grand qu'on peut régler personnellement, et du coup ça apporte énormément au travail de la photographie derrière. On a plus de liberté. Et puis on peut vraiment aller chercher des petits micro-contrastes, je dirais, des petits, voilà, pour donner un peu des fois d'effet dans la photographie, de faire ressortir soit le premier plan, soit la montagne un peu en arrière-plan. Il y a plein de possibilités. Donc ça, je trouve, c'est des outils. Après, on les utilise pas, on les fait, voilà. Mais ça peut apporter aussi un peu la lecture de l'image à quelque chose mais toujours en restant, je reste dans ce que j'ai vu. Comme je dis, je répète, il n'y a pas, sinon je serais devant mon ordinateur et je fais du montage, on appelle ça du composite. Mais voilà. Moi je veux quand même que c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui va. Mais c'est mon émotion et c'est mon regard. Donc après, oui. Je vais dire d'autres après. Alors, utilisation du grand angle. Donc là je l'ai fait en paysage, mais souvent, des fois je la fais en portrait. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de photos en portrait. Beaucoup de gens qui disent mais tes photos tu les fais souvent en tableau un peu en portrait. Et en fait je me suis aperçu que je fais souvent ça aussi parce que le grand angle ça a un avantage mais un défaut, et ce défaut je l'ai pris à contre-courant. Ça aplatit. Voilà. Ça a tendance à aplatir les images. Donc si on prend une montagne en mode paysage, souvent la montagne, si on ne fait pas attention, on peut aplatir. Donc sous Photoshop on pourrait redonner un peu de matière ou quoi que ce soit. Passe pas, ça par contre je suis pas trop fan, je sais pas non plus trop faire étirer les montagnes et tout, des fois ça pas comme mon truc. Mais par contre je le fais des fois naturellement avec l'objectif. Si on se met en paysage, on incline un peu avec une certaine inclinaison, le haut de la photo on va l'étirer un peu, on va faire reprendre des proportions. Du coup ça peut être très intéressant. Là j'aime bien jouer quand il y a des rochers ou ça peut être de la neige, des congères, une glacière, quelque chose qui va amener dans l'image. Les déformations de l'image au grand angle, vous les corrigez? Les déformations avant ouais. du grand angle, vous les corrigez? Les logiciels le font, ouais, on peut les corriger un peu. Après, moi j'avoue que sur le 15-30, là, il n'y a pas trop de déformations. Il y en a un peu, mais elles sont très légères. Ah, ça va dépendre des objectifs. Il y a des objectifs qui ont plus de déformations que d'autres. Et c'est vrai que sur le 15-30, j'ai pas une grosse déformation. Après, ça va dépendre du plan qu'on a, de l'inclinaison, de plein de choses, quoi. Mais ça peut se rattraper. De toute façon, en post-traitement, au pire, on peut y rattraper. Et même les logiciels, on rattrape une partie. Si on sélectionne, il y a... Et vous êtes informaticien? Non, par contre, j'ai passé beaucoup. J'ai fait pareil. Depuis que je suis tout petit, j'ai bidouillé des PC. Du coup, ça aide aussi un peu. C'est vrai que de faire de la photo en numérique, ça impose aussi d'avoir des compétences un peu en informatique. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les photographes, quand ils étaient à l'argentique, il n'y avait pas de compétences informatiques à avoir. Donc c'est vrai que là, c'est plus la même. C'est vrai qu'il faut avoir des compétences en Chine. En Chine, oui, mais donc, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de photographes argentiques. C'était un peu compliqué aussi parce qu'il fallait qu'ils se forment au numérique, mais en plus à l'informatique. Mais moi, je suis d'une génération, c'est ma génération. On a commencé à bidouiller sur des vieux Pentium, les débuts, on bidouillait des scooters, donc j'étais un peu dans ce milieu-là. Donc ça n'a pas été trop compliqué de me mettre à la photo en numérique en ayant des bases. Voilà. Alors, autodidacte. Alors, c'est beaucoup de recherches sur Internet. J'ai aussi après, avec les rencontres aussi. Une personne sur Clermont, j'ai un ami sur Clermont qui lui c'est ça.
on appelle ça un geek, quelqu'un qui est complètement, il passe des heures et des heures et des heures, et lui qui m'a appris énormément, parce que lui sur le niveau du traitement de la photo, il est passionné de ça, donc il m'a donné plein de conseils, voilà, il m'a permis de, il y a plein de photos que je pourrais pas faire s'il m'avait pas montré ça. Donc les rencontres, ça aide aussi, mais ça demande un investissement personnel de chercher quand même à droite à gauche. Et du coup, en fonction de ce que tu apprends au fur et à mesure sur le logiciel, ça t'arrive de revenir retraiter des vieilles photos différemment Des fois, de vite faire reprendre certaines photos pour reprendre quelques petits détails. Mais jamais je ne reprends pas le traitement de C0. Ça se fait pas, puis non, je n'ai pas envie de... Ce qui est fait, et puis il faut passer à autre chose. Enfin, je pense que c'est bien de passer à autre chose, et puis voilà, puis je suis plus dans le même... Ouais, ça serait plus... je sais pas, d'autres questions, là, sur là, j'en ai pas beaucoup là sur celui-là. Ouais, si on a vu alors ça. Donc j'en ai pas plus que ça, enfin j'aurais... Ouais, et comme j'ai pas internet, je peux pas montrer sur... Ça, on peut aller voir sur ton site. Ouais, sur mon site, ouais. Par rapport à ça, juste le site, pour toi, c'est essentiel Non. C'est quelque chose qui te permet d'avoir... Ça permet d'avoir un peu de visibilité, mais c'est pas... Pour moi, une photo, et pour qu'elle parle et qu'elle vive, c'est quand même le tirage, c'est d'avoir quelque chose, c'est bien de l'avoir en... Parce que le numérique, alors il y a un deuxième problème du numérique, et surtout des photos en couleur, beaucoup de photos en couleur, noir et blanc un peu moins. Mais le problème, c'est que la plupart, enfin tout le monde, on regarde souvent des photos sur un téléphone portable, sur un écran, voilà. Mais il y a 90% des écrans, déjà ils ne sont pas calibrés. Il y a pas, donc la couleur qui va apparaître sur l'écran du voisin, où chacun va avoir une lumière différente. Donc moi en plus, déjà je joue avec des teintes des fois un peu. Donc pour moi le résultat final, et ce qui peut parler, c'est ce que je vais voir à l'impression. Donc l'impression de la chaîne graphique, elle est quand même importante. C'est difficile de maîtriser toute cette chaîne-là, qui est très longue, parce que du moment où on appuie sur le déclencheur, du moment où on la traite, avec un écran, c'est bien d'avoir un écran qui soit calibré. Donc il faut avoir des écrans, c'est pas forcément très très cher, un bon écran, c'est à 200 €, on arrive à avoir un bon écran, quoi. Plus après l'impression, donc il faut aller avoir un imprimeur qui soit... Alors, nous on a la chance à Clermont d'avoir un imprimeur assez qui est passionné, puis qui a fait une grande école aussi à Paris de la photographie, donc il adore ça, voilà. Donc quand on vient avec des fichiers, il regarde, il voit s'il y a des petits trucs à rattraper, voilà, on peut discuter avec lui, on peut voir. Et après, elle a l'impression d'avoir du beau papier aussi, après il y a aussi le choix du papier, parce que le papier peut jouer aussi, c'est un papier très blanc, un papier qui n'est pas blanc. Donc c'est long à apprendre, et on fait encore des erreurs, des fois on se dit ah bah non, peut-être pas bien imprimé là. Mais je trouve que le moment où ça plus de voilà, où la photo va prendre vie, c'est quand même quand elle est imprimée. Et donc par rapport à ton imprimeur, tu lui donnes des consignes un petit peu, où c'est prend ton fichier Moi je donne souvent en TIFF. Ouais. Et puis comme je sais, j'ai jamais eu, et une ou deux fois où j'ai je pouvais avoir quelques où c'était pas tout à fait ce que j'avais sur mon écran par rapport à lui. Mais c'est très rare. Et normalement, ce que je vois moi, ce que j'ai, lui, il l'a après à l'impression. Et au pire, je lui demande d'éclaircir des fois un peu parce que il peut peut-être assombrir un peu, donc je vais éclaircir un peu. Mais sinon, non, il touche. Des fois, il regarde s'il n'y a pas des taches de capteur, s'il n'y a pas deux, trois trucs que j'aurais pu lui laisser passer, mais normalement, je sais pas. Il y a une fois où il m'en avait fait une, il a fait ça fois quand même. J'ai souvent des photos à l'heure bleue, donc j'ai des étoiles aussi. On voit pas forcément, il faut aller chercher un peu dans les détails. Et lui, il avait cru que c'était des poils, il avait commencé à tout m'effacer. Ah ouais, merde. Et j'ai le droit à un tirage gratuit, parce que ça, je suis bien. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que tu vas systématiquement regarder sur son écran, vérifier ton éclairage. Ça veut dire que tu vas systématiquement vérifier ton écrevage sur son écran. Pas systématiquement, mais des fois sur certaines photos, quand je lui amène les fichiers, des fois on y regarde, mais de moins en moins, parce que comme je te dis, maintenant que je sais que j'ai jamais eu de soucis là sur tous les derniers tirages que j'ai fait, donc on a moins de... Voilà. Mais lui, de toute façon, je sais pertinemment qu'il va quand même faire le tour de ma photo pour vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose qui le choque, et voilà.
Mais par contre, maintenant, il sait que s'il touche quelque chose, il me le dit avant. Parce que, disons qu'après, surtout qu'en plus pour lui, ça lui fait un tirage, il est très pro, parce que du coup, quand il voit qu'il y a quelque chose qui va pas, ou qu'il y a eu un truc, des fois, lui en plus, ça lui arrive souvent d'avoir même l'imprimante qui décolle, qui va faire une tâche ou quoi que ce soit, il va la reprendre. Même si c'était des petits détails, pour lui, il le reprend à zéro. Donc des fois, j'ai eu droit à 4 tirages pareils de la même photo, parce que pour lui, il y avait soit une petite éraflure, soit un petit truc. Il est très... Voilà. Mais je la paye pas, mais du coup, il faut que ça soit... Donc on paye un peu le prix cher, mais aussi c'est aussi la qualité d'avoir quelque chose. Ouais. Et je pense que quand on passe autant de temps après à faire ces photos, enfin moi je considère c'est un peu un aboutissement, donc ça serait bête que je bâcle ce boulot-là alors que j'ai passé beaucoup de temps avant. En tout cas c'est ma façon de... Voilà. Après c'est sûr que les tirages vont pas avoir à tous les prix, on peut faire des tirages pour pas très cher, à 60 €, on va des trucs. Mais on n'a pas la même qualité, on n'a pas la même... Après, il y a des gens qui le voient, il y a des gens qui le voient pas, il y a des gens, que ce soit du beau papier à 100 €, ou ils ne verront pas trop la différence. Mais tous tes tirages que tu as ici, ils viennent de là-bas. Ils viennent de là-bas, ouais. La dimension des tirages, le maximum que vous avez fait? Pour l'instant, que j'ai fait... J'ai jamais fait au-dessus. 60-40 en temps normal. Oui. Du 60-40. J'ai jamais fait d'immenses tirages. Je pourrais sur certains, mais les gens ne me le demandent pas. Et souvent, quand les gens veulent m'acheter une photo ou quoi que ce soit, ça va être pour adapter un mur. Et je me rends compte que le 30-45 ou 40-60 grand max, c'est ce qui va. Et puis en plus, alors moi, je fais pas trop de divons. J'aime bien avoir un encadrement. Donc mettre une Marie-Louise autour. Alors j'essaye de faire attention, j'aime bien la Marie-Louise. Je trouve qu'une Marie-Louise blanche avec un paysage blanc, ça va bien d'avoir quelque chose d'épuré. Donc quelque chose avec juste un passe-partout noir avec un petit liseré blanc pour encadrer et ramener dans l'hiver. C'est mon choix, après, personnel. Mais du coup, non, j'ai pas eu de demande de tirage immense. Après, si j'en avais, mais sinon je vais pas le faire pour moi, je vais pas la position. Voilà. Après, oui, je sais pas, ouais. Bon, merci Thibaut. Bravo. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez encore quelques questions? J'aimerais remercier aussi le club Photo de m'avoir accueilli. C'est un plaisir. En fait, Thibaut sera là encore le dernier week-end. Vous allez encore venir discuter avec lui. Merci beaucoup à vous aussi. Merci.